fort, oui, bien Ouais. sûr. Bon, merci. Donc en quelques mots, votre parcours et pourquoi avoir créé le festival? Mon parcours, moi, je suis journaliste de formation, j'ai travaillé à la radio, j'ai travaillé après 10 années chez Goemio, j'en étais le directeur de la rédaction et j'ai toujours voulu fonder un journal. Voilà. Donc Omnivore est né de cette volonté de fonder un jour un journal. Et puis la cuisine, c'était un bon moyen. Quoi. Il n'y avait pas grand-chose à la fin des années 90 sur la cuisine. Il se passait des choses et personne vraiment en parlait. Donc Omnivore est venu comme ça se greffer sur cette sorte de no man's land, comme ça, un peu ennuyeux, qui était la cuisine française des années 2000, des années 2000. Et donc Omnivore est né en 2003, donc 12 ans aujourd'hui. Et le festival est né après plusieurs magazines, deux années de magazines mensuels, et un guide de restaurant. Le festival est né en février 2006 au Havre. Voilà. Comment du coup cet événement a-t-il sa place de leader dans le monde de la cuisine? C'est leader de la cuisine. C'est gentil de dire que c'est leader, je sais pas. Enfin, c'est surtout un festival qui prend sa place parce qu'on n'a jamais cessé depuis 10 ans de parler d'idées, de mettre en avant des idées neuves, d'essayer aussi d'inviter. Je sors de scène actuellement là, avec Philippe Ratzinger qui vient d'Autriche, qui est complètement inconnu, qui était pourtant second Seychelles Chartier à Saturne. On a cessé de mettre en avant des gens qui ont une vraie valeur, qui n'avaient pas forcément la notoriété. Et Omnivore a été cette plateforme simplement de connaissance et de reconnaissance de ces chefs très talentueux qui sont apparus au milieu des années 2000 et qui sont devenus aujourd'hui incontournables. On est aujourd'hui incontournables parce que les gens qu'on a accueillis depuis des années sont aussi devenus incontournables. On a donné un petit coup de main et je crois que le festival, ce qu'il voir, vit aussi grâce à ces idées qui sont partout dans les murs de cette maison. Donc c'est un moment important pour nous aussi, les 10 ans, parce que ça marque, oui, une habitude prise par énormément de festivaliers, de chefs dans cette profession. Donc, comment se passe l'organisation? Comment les chefs sont-ils repérés? Le repérage, c'est plusieurs phases en fait, et c'est plusieurs sources. Hein. On a la chance de voyager dans le monde, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. On est aussi souvent alerté par la présence de jeunes chefs dans des villes où on n'est pas allé. On essaie toujours de se faire une opinion, donc d'y aller de toute façon, de déjeuner, de dîner, de rencontrer les chefs. Et puis la programmation après se fait de manière un peu collégiale, c'est sous ma direction, mais les producteurs de l'Omnivore se rassemblent et puis on dit voilà, qui on a envie d'avoir cette année au festival. Et ça se construit de la sorte, c'est quelque chose de très, finalement de très organique. On n'a pas de silence infuse, on n'est pas sûr de faire mouche à chaque fois. On ne sait pas si une programmation va vraiment marcher. On se moque un peu en même temps de savoir si on a des têtes d'affiche ou des gens très très connus ou des gens totalement inconnus. On essaie de faire un balancement entre tout ça. Bien entendu, avoir aussi une bonne dose de chefs internationaux. Et on aboutit à un festival qui, je crois, est vivant, qui offre beaucoup de possibilités aux festivaliers sur les 3 journées. Du coup, quel retour avez-vous de leur part et quel regard portez-vous aujourd'hui sur la jeune cuisine cette année? Ce qui est assez étonnant cette année, c'est que au fond, on n'a jamais été aussi près de ce que j'avais écrit il y a maintenant 10 ans. C'est que les restaurants d'un genre nouveau, qui ne sont pas forcément des restaurants gastronomiques, qui ne sont pas non plus des bistrots, donc ces restaurants intermédiaires, médians, et pourtant intermédiaires, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à défendre, au contraire, ils sont porteurs de quelque chose de très fort, apparaissent et ouvrent massivement à Paris, malgré la crise, mais aussi dans les grandes villes. Et ils sont créés par des jeunes entrepreneurs qui ont moins de 30 ans. Ils sont créés autour d'une identité souvent très forte de cuisine. Il n'y a pas de trait commun comme ça qui pourrait relier tous ces restaurants-là. C'est d'abord et avant tout des styles qui correspondent aux histoires de chacun d'entre eux. Et pour des publics qui sont qui est pour lui un public assez unique, c'est-à-dire que c'est la nouvelle génération de mangeurs, beaucoup plus jeune que moi, et qui va chercher dans chaque restaurant une expérience gastronomique. Et donc elle est aussi là dans chaque restaurant pour vivre un moment assez intense, pas d'hédonisme comme il était vécu dans les années 80 avec la grande serviette autour du cou, mais plutôt
d'intériorité, enfin de compréhension, de structure, de cuisine, de texture, de rapport de froid, de chaud, de rapport de sensibilité comme ça. Et donc ces restaurants-là sont des mini-ateliers de couture, haute couture, de la cuisine. Et c'est vraiment ce qui affleure aujourd'hui quand on voit monter sur scène les jeunes chefs qui sont dans la programmation de l'Europe. On a parlé un peu de l'international, mais comment se déroule l'implantation du festival à l'étranger? Comment ça se passe? L'étranger, c'est compliqué. On ne veut pas, surtout pas emmener un festival français à l'étranger. Ce serait une erreur. On emmène un festival qui est une plateforme qui doit avoir une résonance internationale. Donc, on aime comprendre ce qui se passe dans les pays qu'on visite. On aime rencontrer les gens, les chefs qui sont essentiels dans la géographie de chaque pays. Et on y va aussi un peu à tâtons. On fait des expériences, on fait des erreurs, on se trompe. Mais on a beaucoup de chance. On a la chance de rencontrer des chefs qui nous connaissent maintenant de plus en plus, pour qui le festival omnivore signifie quelque chose, et qui nous ouvrent les bras. Donc on a souvent, quand un chef ouvre sa porte, c'est aussi souvent tout un réseau qui est aussi ouvert autour de lui. Donc à la fois d'anciens seconds, de son équipe actuelle, mais aussi de gens qui sont connexes, qui peuvent être des brasseurs, être des vignerons, être des producteurs. Et donc on montre chaque pays, chaque festival comme ça, pas à pas, sans que ça soit industriel, mais avec une bonne dose, je pense, de homemade, quoi. C'est aussi du cousu humain, et chaque pays est différent. Donc que ce soit Istanbul ou Moscou n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Après, il y a une capacité à comprendre aussi le moment, à arriver au bon moment, à avoir la chance, et puis à prendre les bonnes décisions au bon moment sur les festivals. C'est ce qui fait qu'on est capable, cette année, d'avoir un festival à l'étranger. D'accord. Fucking Dinner et Pop-Up Dinner, Oui. c'est drôle de nom, c'est un peu la marque impertinente d'Omnivore. Ma grande tristesse, c'est que Fucking Dinner, que je trouve formidable, c'est pris avec des pincettes par toute la presse, et souvent à l'étranger, on dit, ou alors mes agents, on ne peut pas dire Fucking Dinner. Et moi, ça fait des années que je dis Fucking Dinner, et on a commencé à être beaucoup plus poli, à dire Amazing Dinner, on nous dit souper quand on est au Canada. Oh là là. Et en fait, c'est tout bête, c'est né à une époque où j'étais à New York et où je racontais à David Chang tout ce que je voulais faire à New York. Et donc les années 80, etc., un peu bordélique aussi. Et il m'avait dit dans le taxi, yeah, it's gonna be fucking dinners. Et j'ai trouvé ça joli, quoi. On les a appelés comme ça dès le départ. Et puis voilà, j'espère qu'on va le garder, quoi. Il y a une pression très forte du marketing pour qu'on enlève, et je me bats en permanence pour qu'on conserve. Donc chaque fois qu'on peut grappiller fucking near dans un pays, je dis yes. Ça vous est pas de le dire là, les fucking near. Parce que c'est pas non plus outrageant, quoi. Hein, c'est un putain de nom de Dieu de bordel de dîner, quoi. Voilà. Hein, ça fait sens, non? Ouais, bien sûr. C'est moins grossier? Ouais, je pense qu'il faut le dire de toute manière. Bon, dernière question, une anecdote, un souvenir là, à nous confier un peu sympa. Comme ça, là, sur cette édition. Sur cette édition-là, En général, quelque chose qui vous a marqué oh là là, c'est vachement compliqué ça. Là, sur cette édition-là, je suis incapable de vous sortir quoi que ce soit, parce que c'est un festival, c'est une boule émotive, quoi. C'est quelque chose qui... et des deux côtés, je pense que pour le festivalier comme pour ceux qui l'organisent, c'est des moments comme ça qui viennent s'agglomérer et qui font dans l'action une sorte de grosse boule chaude qui est absolument impossible à déterminer, quoi. Mais si, peut-être hier sur la scène du festival, il y a deux démonstrations, une que j'ai mis 10 ans à obtenir, qui était celle d'Armand Arnal. Armand, pendant 10 ans, il nous a dit non, gentiment non. Et il a fallu qu'on se rencontre à New York de manière un peu impromptue, qu'on commence à parler. Il savait très bien qui j'étais, je savais très bien qui il était, j'étais allé chez lui. Peut-être qu'on était passé un peu à côté, j'étais pas passé à côté de lui, vice versa. Et j'étais d'ailleurs retourné. Et enfin, ça y est, après un déjeuner ou un dîner à Marseille, l'année dernière, il a dit oui, et hier il est venu avec son producteur de canard, et ça a été un très pur, une très belle intervention, très belle démonstration. Et puis juste après, il y avait Sébastien Bras sur scène, et c'est une longue histoire avec la famille Bras. Ça fait longtemps, depuis 99 que je les connais.
Et Sébastien est monté sur scène seul pour faire sa démonstration. C'était un très grand moment autour de l'endive, quoi. Il n'y a rien de moins sexy que l'endive. Enfin, et il l'a rendu super sexy en 4 plats. Et je crois que dans le public, il y avait une sorte de vibration comme ça. Il a été ovationné à la fin. Et c'était pour moi une sorte, pas une manière de boucler la boucle, mais en tout cas, c'était voilà, le fait que, ok, les bras sont de retour et c'est Sébastien qui est là, qui a vraiment pris la main et qui est sur la scène du festival. Voilà. C'est pas de la fierté, moi j'ai pas de fierté sur ce qu'on fait, je suis très heureux de ce qu'on fait. Le moteur c'est d'abord ça, c'est le bonheur permanent de construire les choses. Le partage. Oui, de construire les choses et de voir les gens aussi réagir est super bon. Et mais il y aura plein de moments d'émotion encore cet après-midi, j'en suis persuadé. Pour moi c'est parfait. Merci. Merci à vous. Merci.